parce que Blondie château, c'est une idée que quand tu chantes au parlant de la culture, tu te considères pas comme un artiste. Sois un peu patient et tu diras demain. Il ne faut jamais désespérer. On a vu des gens qui ont tout fait pour devenir grands footballeurs. Et c'est dans la mécanique qu'ils ont réussi. C'est qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Lai Bamba, ça c'est le maestro, le directeur de Marketing TV. Merci, hein? Merci Lai. Madame Bang, merci à toi, Madame. Ok, merci. Juste peut-être dans 2 à 3 minutes, le temps de démarrer. Et on va devoir démarrer peut-être à 19h05 très rapidement. Donc ça coïncide un vendredi, donc c'est pas du tout évident, hein, à pareille heure. Mais bon, on va essayer d'accélérer pour pouvoir terminer peut-être avant 20h, bien même avant la prière, Inch'Allah. Donc si Dieu le veut. Ouais. Merci like, c'est ce que j'allais faire là, pour le partage directement sur mon compte. Merci. Merci Adja Fambaye Khan, merci à toi Madame Meng, merci encore, hein. Merci à vous tous, hein, ouais, d'avoir répondu présent quand même à ce rendez-vous du vendredi. Donc je sais que certes souvent le temps ne le permet pas, mais quand même vous avez tenu à être là, à nous accompagner pour quelques minutes d'échange. Donc c'est le moment. Ça c'est la vie. Si mon bonheur passait par la bouche des gens qui pensent vivre. C'est bon. Ok, je pense que là peut-être il n'y a plus de temps à perdre, hein. On va pouvoir démarrer très rapidement. Donc si le son est bon, n'hésitez pas. Donc, on va essayer de voir. Ngara, le jeune médiateur, Matik Gueye Sonko, merci à vous tous, hein. Merci à tous. Ok, donc je tiens d'abord à saluer tout le monde, hein, particulièrement tous nos followers, tous ceux qui sont abonnés sur Marketing TV Monde. Donc comme je le dis souvent, c'est la première chaîne panafricaine et digitale qui traite les questions du marketing, de la gestion et tout. Donc c'est l'occasion, par exemple, pour ceux qui n'avaient pas aimé la page, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et de suivre en fait, d'avoir toutes les notifications de Marketing TV Monde. Donc merci Lai Bamba encore une fois, hein, donc pour cette très belle initiative, sous le contrôle du doyen Moustaba Khan, le doyen Moustaba.
Donc merci à vous, doyen. Donc je sais qu'il ne va pas tarder à nous rejoindre ou bien il va nous répondre tout à l'heure. Donc je profite aussi de l'occasion pour remercier toute l'équipe de Marketing TV. L'équipe de Marketing TV, à savoir les Elhadji Ibrahima Niang, Khalifa Djabi. Donc je ne saurais citer tout le monde. Donc je remercie tout le monde quand même pour le travail remarquable qu'ils font depuis le début. Je salue aussi tous les intervenants qui sont ici au Sénégal ou en Afrique. Donc merci à tous quand même pour cette très belle contribution. Merci Pape Diatta, ça c'est mon frère. Jane Mayen, merci à tous. Donc très rapidement nous allons devoir démarrer. Donc n'hésitez surtout pas s'il y a des questions ou bien il y a des commentaires, vous les mettez en mode commentaire. Je vais essayer de suivre tout au long de ce direct. Et éventuellement, il y en a sûrement d'autres qui vont préférer envoyer des messages sur WhatsApp et autres, ceux qui ont mon contact. Donc n'hésitez surtout pas, donc on va essayer de répondre au fur et à mesure pour voir un peu comment ça va se passer avec les échanges. Donc merci à tous. Je pense que la fois dernière, nous avons eu à traiter quand même cette question, ce sujet concernant la force de vente. Ce n'était pas chose aisée du tout. Ce n'était pas chose aisée parce que tout simplement, quand tu parles de force de vente, c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en une séance. Donc il était nécessaire aujourd'hui de procéder à une deuxième séance pour essayer vraiment d'approfondir un peu certaines notions de base. Par rapport à ce qui a été dit la fois dernière sur la force de vente, nous avons dit que cette force de vente désignait en fait l'équipe commerciale qui avait en charge la commercialisation des produits ou services de l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on parle d'équipe commerciale pour la commercialisation des produits ou services de l'entreprise, ces équipes commerciales, on peut plus ou moins les différencier suivant la catégorie, suivant le type de client, ou bien les lieux de vente qui seront plus ou moins choisis par l'entreprise pour écouler les produits ou services. Par rapport à cette catégorisation, on dit que peut-être dans cette force de vente, il y a une force de vente, interne et une force de vente externe. Donc on a essayé de voir en fait toutes ces notions concernant la force de vente interne, la force de vente externe. Par rapport à cela aussi, nous avions essayé de voir un peu cette petite différence ou bien l'amalgame qu'il y a dans la fonction du vendeur, parce que quand on parle de vendeur aujourd'hui, il y a plusieurs termes qui gravitent autour du vendeur. Souvent on parle de représentant commercial, ingénieur commercial, animateur commercial ou délégué médical. Quels étaient leurs rôles? La fois dernière, nous avions parlé de toutes ces questions. Les différences, on en avait parlé. Les dimensions aussi du commercial, nous l'avions aussi évoqué. Par rapport à ces dimensions, nous avons dit qu'il y avait peut-être deux dimensions, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal, c'est-à-dire là où le commercial apportait son soutien par rapport à l'activité commerciale. Et l'axe vertical, c'est vraiment là où on considère que aujourd'hui le commercial est un métier qui pourrait plus ou moins réserver de belles perspectives de carrière à celui qui choisit quand même cette fonction. Nous avions aussi parlé de l'objectif de la force de vente. Donc l'objectif de la force de vente, je pense que la fois dernière, nous nous sommes appesantis sur cette notion. Donc ça, c'est ok, c'est bon. Merci à tous. Mme Kewe, Mansour Diallo, ça c'est le promotionnaire. Mme Kewe, une collègue, merci d'avoir répondu présente, de suivre quand même ce live. Donc toujours, on continue par rapport à la fois dernière, nous avions parlé en fait des différentes phases pour la mise en place de la force de vente. Donc ce sera la continuité par rapport à ces différentes phases pour la mise en place des forces de vente. Parmi ces phases, nous avons dit que pour pouvoir mettre en place une force de vente, il va falloir nécessairement définir les objectifs de cette force de vente. Au-delà de la définition de ces objectifs, il va falloir élaborer une stratégie, choisir la structure qu'il fallait mettre en place, déterminer la taille de cette force de vente, et éventuellement définir un mode de rémunération. Donc par rapport à ces objectifs, on avait dit que le vendeur ou bien le commercial avait comme objectif aujourd'hui de prospecter, de qualifier, de communiquer, de vendre, d'assister carrément, c'est-à-dire apporter un service supplémentaire, mais aussi de parvenir à une collecte d'informations qui permettrait plus ou moins à l'équipe commerciale de parvenir à des études ou bien même une veille par rapport à ce qui doit se faire sur le terrain. Donc je pense que toutes ces questions ont été plus ou moins traitées. Donc aujourd'hui, nous allons parler vraiment de comment gérer
une force de vente. Comment gérer une force de vente? Ce n'est pas chose difficile ou bien aisée, mais bon, là, nous allons voir très rapidement aujourd'hui par rapport à cette gestion de la force de vente, quels sont les axes sur lesquels le manager aujourd'hui doit plus ou moins se focaliser. Quand on parle de gestion de la force de vente, on fait allusion à ce qu'on appelle le recrutement. Au-delà du recrutement, il y a ce qu'on appelle la formation, il y a la supervision, il y a la motivation, il y a l'évaluation. Donc, ce qui veut dire que c'est autant d'axes sur lesquels vraiment le manager doit pouvoir s'appesantir pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quand on parle de recrutement de la force de vente, le recrutement, c'est quelque chose en fait qui est très crucial pour la réussite de l'entreprise parce que quand on parle de recrutement, forcément, ça obéit quand même à des critères. Quand on parle de critères ici, on fait sûrement allusion, même à des profils types. Quels sont les profils types vraiment que l'entreprise ou bien que le manager recherche aujourd'hui? Quels sont les profils que le manager recherche pour pouvoir décrocher, comme on le dit, une Dream Team, c'est-à-dire l'équipe gagnante en fait, ou bien des galactiques, si, si je peux me le permettre ainsi. Par rapport à ce recrutement, on dit que dans ce recrutement aujourd'hui, vous pouvez parvenir à déceler des vendeurs exceptionnels, mais là, cela se fera sur le terrain, des vendeurs moyens, des vendeurs médiocres. Mais merci le professeur Salim Bey, merci à vous. Vraiment, tout le mérite vous revient, Salut. Vraiment, je ne saurais vous remercier assez vraiment pour ce que vous avez eu à faire pour nous, Salim Bey. Donc, peut-être nous allons revenir tout à l'heure, peut-être sur les remerciements et autres. Donc, je parlais tout à l'heure du recrutement, qui était un choix crucial pour l'entreprise. Le recrutement d'une force de vente, c'était vraiment assez stratégique. Par rapport à ce recrutement, peut-être, je vais donner une toute petite anecdote. Il y avait une entreprise américaine dans les années 2000 qui avait mené une petite étude sur à peu près 500 entreprises, sur 500 entreprises américaines. Donc, qu'est-ce que l'étude a révélé? L'étude avait révélé qu'en fait, parmi ces représentants, parmi les commerciaux, il y avait à peu près 27% de ces commerciaux qui apportaient plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que ces 27%, on pouvait même les considérer comme des vendeurs d'élite ou bien les vendeurs exceptionnels. Maintenant, si 27% étaient capables d'apporter plus de 50% du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que le reste, bon, je ne dirais pas que leur part n'est pas assez considérable, mais ce qui veut tout simplement dire parmi, au-delà de ces 27%, on a peut-être des vendeurs qui sont moyens et peut-être des vendeurs, je ne dirais pas médiocres, mais en fait, qui doit plus ou moins qui doit plus ou moins faire des efforts par rapport à leur apport dans les ventes de l'entreprise. L'autre aspect que nous avons décelé aussi par rapport à ce recrutement, on s'est rendu compte que ça, je pense que c'est une remarque générale, les entreprises avaient du mal à garder leur force de vente. Souvent, par exemple, sur une période d'une année, il est très difficile aujourd'hui de voir, par exemple, le même effectif pouvoir terminer l'année. Souvent, vous voyez que au cours de l'année, truc comme ça, vous allez voir peut-être qu'il y a quelques membres ou bien quelques membres de l'équipe qui pourraient avoir d'autres propositions ailleurs. Ce qui veut dire que cela peut ralentir le niveau de vente de l'entreprise. Mais toujours pour revenir par rapport à cet aspect de recrutement, les entreprises à l'époque avaient, je pense jusqu'à présent, ont essayé par exemple de mettre en place ce qu'on appelle des portraits robots. Quand on parle de portraits robots, c'est-à-dire aujourd'hui l'ensemble des qualités qui seraient l'ensemble des qualités requises pour pouvoir être vendeur. Il y a pas mal de chercheurs qui avaient développé des théories et autres. Donc on avait les McMurray, Arnold dans les années 70 qui avaient plus ou moins évoqué en fait une liste de qualités requises chez les vendeurs. Parmi ces qualités, il y en a qui, bon, eux ils avaient dit que tout simplement pour être vendeur, il fallait avoir une énergie inépuisable, une grande confiance en soi, un appétit insatiable de l'argent, de solide connaissance du secteur, parce que le vendeur, le commercial doit connaître le secteur d'activité. Ça, c'est primordial. Il doit avoir aussi un état d'esprit pour pouvoir au moins se considérer tout ce qui est objection ou autre, pouvoir aussi résister par rapport à des obstacles ou autres. Ce sont des listes qu'ils avaient plus ou moins élaborées pour dire aujourd'hui, pour être vendeur, il fallait au moins remplir tel ou tel critère. Mais jusque-là, on était vraiment dans des trucs assez factuels. Mayer et Greenberg, je pense qu'ils se sont lancés dans cette dynamique pour dire qu'aujourd'hui, pour être vendeur, il va falloir au moins avoir deux éléments, c'est-à-dire l'empathie
l'empathie. Et quand on parle d'empathie, c'est le fait aujourd'hui de pouvoir se mettre dans la peau du client et le ressort personnel, c'est-à-dire le fait d'avoir cette volonté, ou bien ce besoin profond de vouloir s'imposer. Parmi en fait toutes ces études qui ont été réalisées par ces éminents professeurs et autres, moi en fait celle qui m'a le plus marqué, c'était en fait l'étude de Hans Goldman. Hans Goldman, parce qu'en fait il a tout simplement procédé par une enquête empirique, une étude empirique pour dire que ok, aujourd'hui pour pouvoir être vendeur, parce que souvent même on l'appelait le pape de la vente, pour pouvoir être vendeur. Merci Khalifa Djabi, merci à vous. Elhadji Ibrahima Niang, l'efficacité commerciale doit être analysée après le recrutement. Effectivement, Elhadji Ibrahima, oui, l'efficacité commerciale doit pouvoir... mais aujourd'hui, quand on parle d'efficacité commerciale, il faudrait au moins élaborer quand même ces portraits robots. C'est-à-dire définir aujourd'hui quelles sont les qualités de base, les qualités qui sont requises pour être un bon commercial. Au-delà de ces qualités, maintenant, nous allons revenir sur l'évaluation qui peut être le dernier point de l'aspect de gestion concernant une force de vente. Toujours par rapport à ces portraits robots, bon, ok, on se dit tout simplement, souvent les aptitudes qui sont demandées les aptitudes demandées par entreprise diffèrent suivant le secteur d'activité et le rôle attribué en fait, le rôle attribué aux commerciaux. Et en fait, c'est un aspect assez important parce que par rapport à ces aptitudes, il y a des aptitudes intellectuelles, il y a des aptitudes peut-être cérébrales, il y a des aptitudes affectives. Parmi les aptitudes intellectuelles, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi, on est en plein direct, je ne peux pas décrocher. Parmi ces aptitudes intellectuelles, il y a les connaissances, tout à l'heure on avait évoqué, les aptitudes cérébrales aujourd'hui, parvenir à avoir une réflexion approfondie ou bien une analyse assez poussée de la chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est aptitude affective, savoir au moins créer un climat affectif sympathique. Et ensuite, l'autre aspect qui vient, peut-être c'est une endurance physique. Une endurance physique parce qu'en fait, il s'agit d'un travail qui est itinérant. Maintenant, le souci, c'est toujours aujourd'hui, par exemple, comment arriver aujourd'hui à détecter, par exemple, les meilleurs profils. Souvent, c'est une chose qui n'est pas du tout aisée chez le manager ou bien chez le recruteur qui doit plus ou moins constituer une équipe par rapport à sa force de vente. Mais souvent, en fait, nous, l'astuce que nous utilisons souvent, c'est peut-être des recommandations, ou bien même recourir à des sociétés spécialisées. Par rapport aux recommandations, donc on est en Afrique ou bien c'est dans le monde professionnel. Le monde professionnel, ok, on se connaît tous. Aujourd'hui, peut-être vous avez un excellent commercial ou bien j'ai eu à remarquer un excellent commercial de l'autre côté. Je vais tout faire pour essayer de le dénicher. Ça, c'est pas mal, hein, cela se fait quand même un peu partout. C'est des transferts, bon. Et là, c'est, je dirais pas plus facile, mais on peut trouver des leviers assez convaincants pour pouvoir faire venir cet élément très rapidement. Souvent, il y a ce qu'on appelle, on peut recourir à des sociétés spécialisées, des sociétés de recrutement ou autres, ou bien même peut-être les petites annonces ou autres. Et peut-être parfois, en fait, l'astuce personnelle, l'astuce que j'utilise souvent, c'est l'astuce que j'utilise, c'est tout simplement les contacts. Souvent avec les étudiants, par exemple dans le milieu professionnel, dans la formation professionnelle, souvent tu arrives à détecter certains talents en salle. Oui, il y a des gens, il y a de ces étudiants, une fois que vous les avez en salle, vous arrivez quand même souvent à détecter ce talent. Maintenant, il reste tout simplement à les encadrer par rapport à ce qu'ils doivent faire. Donc si c'est fait dans les règles vraiment de l'art, vous pouvez quand même avoir un excellent commercial. Souvent, c'est à nous vraiment de former quand même nos vendeurs. Au-delà du recrutement, l'autre aspect qui vient, c'est la formation. La formation, parce qu'en fait, tout à l'heure, on avait évoqué l'aspect concernant les connaissances. Parce qu'il doit avoir une certaine maîtrise quand même du secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, il serait assez hasardeux de s'engager dans un secteur d'activité sans pour autant s'y connaître. Tu dois connaître non seulement le secteur d'activité, mais aussi connaître l'entreprise, la culture d'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'aspect de la formation devient très important par rapport à la formation d'une force de vente? C'est parce que tout simplement, auparavant, on s'était rendu compte que souvent, on avait en face de nous des commerciaux qui étaient incapables de répondre à certaines questions. Oui, des gens qui étaient vraiment, je vous dis bien, incapables aussi de détecter le besoin ou bien le désir de l'acheteur. Ces notions sont à privilégier dans le cadre
d'un recrutement ou bien dans le cadre d'une formation. Parce que on doit former non seulement pour développer les connaissances de notre vendeur ou bien de l'équipe commerciale, mais aujourd'hui on doit leur donner l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir au moins tenir ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, tenir au moins un échange avec un client. Ouais. Pouvoir tenir un échange avec un client et éventuellement aboutir quand même à une vente. Oui. Pouvoir au moins concrétiser cette vente. C'est devenu une exigence. L'aspect de la formation est devenu une exigence. Aujourd'hui, il est, je pense, impensable de recruter une équipe commerciale sans pour autant les former. Bon, nous, dans la boîte que nous sommes, quand nous recrutons une équipe commerciale, parfois on prend au moins 1 à 2 semaines à former cette équipe commerciale par rapport aux produits que nous voulons au moins écouler sur le marché ou bien des services que nous voulons mettre à la disposition des clients. Donc ce qui veut dire, ça demande une certaine maîtrise du produit, okay, ou bien du service, de l'entreprise et éventuellement du secteur d'activité. Donc aujourd'hui, la formation est devenue obligatoire. Aujourd'hui, la formation est devenue, je pense, un levier indispensable pour la gestion d'une force de vente. Toujours dans le cadre de cette formation, l'entreprise va au-delà du produit, je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise va au-delà du produit parce qu'en fait, on doit au moins merci à vraiment, on doit au moins arriver aujourd'hui à inculquer les valeurs de l'entreprise au commercial. Il doit au moins s'approprier des valeurs de l'entreprise. Il doit s'approprier les valeurs de l'entreprise. Oui, il doit s'approprier les valeurs de l'entreprise. Souvent, on avait vu l'exemple de Nestlé qui, auparavant, quand la structure recrutait une force de vente, il y avait des sessions de formation récurrentes, fréquentes, qui se tenaient tout simplement parce qu'il fallait au moins partager l'histoire de l'entreprise, la vocation de l'entreprise, les performances de l'entreprise, l'organisation, comment organiser l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Si la personne aujourd'hui, le commercial, arrive à adhérer par rapport à ces leviers, à ces éléments, aujourd'hui, il lui sera très facile de pouvoir comprendre le produit ou bien le service et facilement de pouvoir l'écouler auprès d'une clientèle qui a été bien définie. Ce qui veut dire qu'en fait, on doit au moins lui donner les éléments essentiels pour pouvoir connaître sa clientèle. Pour pouvoir connaître sa clientèle, bien la clientèle de façon générale, les concurrents, oui, les concurrents, toujours dans le cadre de la formation, on ne doit pas tout simplement se limiter à dire, ok, le produit se vend, ok, voici en fait les attributs du produit, les avantages. Non, parfois, si on est dans un environnement concurrentiel, il est bien de les former par rapport même aux exigences des clients, par rapport aux produits ou services des concurrents. Oui, ça leur permettra non seulement de discerner les types de clients, oui, leurs besoins et éventuellement leur motivation, leurs habitudes d'achat, mais aussi être informé sur la politique des concurrents. Oui, être informé sur la politique des concurrents. Effectivement, Khalifa Diaby. Je vais revenir tout à l'heure sur les commentaires. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il doit connaître l'étendue de ses responsabilités. Il doit connaître l'étendue de ses responsabilités. Comment l'entreprise répartit son temps par rapport à la clientèle actuelle, par rapport à la clientèle potentielle, l'allocation des frais et éventuellement les itinéraires. C'est bon? Donc, je pense que je vois beaucoup de commentaires là-dessus. Peut-être nous allons revenir très rapidement sur tous ces commentaires tout à l'heure. Donc on va essayer d'accélérer parce que là on n'a pas trop de temps aujourd'hui. C'est bon. Maintenant, au-delà de la formation, il y a ce qu'on appelle l'aspect concernant la supervision des représentants. La supervision des représentants. Pourquoi on parle de supervision? Donc, si on vous recrute et que vous bénéficiez quand même d'un programme de formation assez approfondi, bien sûr les éléments de l'entreprise, il est aussi quand même important de superviser quand même ces représentants. Oui, on doit superviser. Oui, la supervision, bien avant même l'évaluation des commerciaux. Oui. Merci Khalifa Diaby. Oui, la culture d'entreprise. La supervision des représentants. Pourquoi la supervision des représentants? Pourquoi la supervision des représentants? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes par exemple vendeur salarié dans l'entreprise, en principe, le contrôle doit être plus strict. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une certaine hétérogénéité dans
entre les entreprises, dans la manière vraiment dont les vendeurs comptent leurs activités à leur supérieur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le degré de précision avec lequel les tâches sont définies. Oui, le degré de précision avec lequel les tâches sont définies. Dans la supervision des ventes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a des normes de visite. Il y a des normes de visite qu'on doit plus ou moins élaborer. Par rapport à ces normes de visite, l'entreprise peut-être va déterminer le temps qui sera consacré à la prospection de nouveaux clients. Souvent, il y a certaines entreprises qui exigent que le quart de leur temps, que le quart des temps des vendeurs soit plus ou moins alloué, par exemple, à ce qu'on appelle, à tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est nouvelle visite. Souvent, il y a ces entreprises qui disent aux commerciaux, si par exemple, au bout de 3 tentatives, il n'y a aucune réaction, il y a aucune réaction de la part de ce prospect, ne perdez plus votre temps. Tout dépendra maintenant quand même des normes que l'entreprise aura édictées par rapport aux performances futures, aux performances ultérieures. Au-delà de ces normes de visite, il y a ce qu'on appelle aussi la gestion efficace du temps. Pourquoi la gestion efficace du temps? Parce que, on est souvent dans un environnement concurrentiel. Il nous faut au moins quand même une certaine efficacité voire même une certaine efficience dans l'approche du commercial. Parce que quand on parle d'efficience, il y a l'aspect temps qui entre en jeu. Pourquoi l'aspect du temps? Parce qu'aujourd'hui, dans la gestion du temps, le commercial doit parvenir à planifier ses interventions. Il doit parvenir à planifier ses interventions. Souvent, on leur demande de préparer un planning annuel de visite à la clientèle. Un planning annuel de visite à la clientèle. Dans ce planning annuel de visite à la clientèle, peut-être il y a une partie qui est consacrée aux clients actuels de l'entreprise et une autre partie qui est consacrée en fait aux prospects, c'est-à-dire aux clients potentiels. Souvent sur ce planning, il peut aussi mentionner tout ce qui est par exemple réunion de vente, tout ce qui est salon et foire auquel il doit participer. Toujours dans le cadre de la gestion, efficace du temps, les commerciaux ont souvent cette habitude aujourd'hui de bien préparer leurs activités. De bien préparer leurs activités, parce que quand on parle de préparation, cela renvoie à la planification. Le temps qui sera consacré à la planification. Aujourd'hui, le fait de se mettre à planifier des déplacements, des activités et autres, aujourd'hui, on est dans la phase préparation. De l'autre côté, il y a l'aspect concernant les visites. Bon, ça peut être des visites sur terrain ou bien parfois même des voyages. Parfois même des voyages, peut-être que vous devriez mener peut-être à l'intérieur du pays, voire même à l'étranger. Souvent, en fait, les déplacements, les visites là peuvent te prendre à peu près 50% de ta journée. Ça dépend de ton planning. De l'autre côté, il y a tout ce qui est aspect concernant un moment de détente, repas et tout. Mais en fait, si c'est dans le cadre professionnel, vraiment, on peut les considérer comme vraiment un temps de vente. Oui, tout ce qui est déjeuner, repas d'affaires. Si c'est dans le cadre professionnel, on peut les considérer comme temps de vente. Mais si ce n'est pas dans le cadre professionnel, là, vraiment, en fait, c'est une perte de temps pour le commercial. Parce qu'aujourd'hui, si on doit planifier ou bien organiser un déjeuner entre, je sais pas, avec ses prospects ou bien avec ses clients, donc là, ça doit vraiment entrer dans le cadre vraiment d'un temps de vente qui a été très bien défini. Ensuite, il y a l'autre aspect, c'est l'attente. Aujourd'hui, il te sera très difficile de venir rencontrer directement un client ou bien un prospect. Souvent, vous êtes obligé peut-être de patienter de temps en temps. Ouais, souvent, vous êtes obligé de patienter de temps en temps. Patienter pendant 30 minutes, 1 heure de temps. Donc, cela se trouve évidemment que vous avez déjà calé un rendez-vous à telle heure. Ensuite, il y a la partie concernant la vente. Quand on parle de vente, c'est le temps que vous aurez à consacrer avec le client. Essayez d'échanger avec lui, de lui faire une présentation de produits ou services. Ensuite, il y aura la négociation et tout ce qui va avec. Maintenant, oui, merci. Khadi, les outils doivent être smart. Sinon, c'est une perte de temps de l'entreprise. Effectivement, je vais revenir tout à l'heure sur tous les commentaires.
L'autre aspect concernant les activités dans la gestion efficace du temps, c'est ce qu'on appelle la partie administration. Quand on parle de l'administration, c'est tout ce qui passe, tout ce qui va avec la vérification des commandes, la participation à des réunions de vente, je dis bien réunions de vente, et les contacts internes dans l'entreprise. Donc ça, ce sont des aspects qu'il faudrait toujours intégrer. Excusez-moi pour les appels. Là, on nous saurait décrocher quand même à pareil moment parce que peut-être on va patienter le temps de terminer le live. Toujours dans le cadre de la supervision des représentants. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises répartissent en fait différemment leurs efforts par rapport à ce qu'on appelle cette force de vente interne ou cette force de vente externe. Et dans la gestion efficace du temps, on se rend compte que souvent cette force de vente intègre à peu près 3 fonctions, à savoir tout ce qui est support technique, tout ce qui est aide à la vente et éventuellement tout ce qui est télémarketing. C'est-à-dire aujourd'hui cette partie de cette force de vente, qui est appelée à identifier, à qualifier les nouveaux prospects, qui arrive à procéder à des ventes ou bien souvent même à caler des RV. Donc ça, c'est un aspect à intégrer parce que c'est l'ère de la technologie, de l'information et de la communication. Au-delà de la supervision des ventes, il y a ce qu'on appelle aussi la partie concernant la motivation des représentants. La motivation des représentants, c'est le nerf de la guerre. Comment aujourd'hui on arriverait à motiver aujourd'hui nos commerciaux ou bien l'équipe commerciale. Ce qui nous amène à dire aujourd'hui qu'il y a à peu près 2 types de représentants. Peut-être qu'il y a ceux qui ont ce besoin d'être stimulés, pour eux, ils considèrent que la vente est une vocation, et peut-être ceux qui doivent être encouragés. Et souvent, on dit tout simplement que cette motivation intervient pour plusieurs raisons inhérentes au travail. La motivation, elle est très, très, très importante. Pourquoi cette motivation? Parce que souvent, c'est un boulot qui demande trop de temps. Je vois Khadija Diagne, parce que tout ça, elle sait de quoi je parle. Souvent, ça te prend trop de temps. Parfois, tu es en déplacement, tu es toute seule, tu es en dehors de ta famille. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Plusieurs facteurs qui concourent au fait qu'aujourd'hui, l'entreprise doit réfléchir à un mode de rémunération, de motivation, comment motiver les troupes, particulièrement cette force de vente. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens en fait qui n'hésitent pas à affronter beaucoup de choses, particulièrement la concurrence. Des gens qui défient la concurrence, qui se déplacent un peu partout. Parfois, ce n'est pas évident. Vous voyez des dames. Je vois ma soeur Khadija Diagne qui est là, donc elle sait bien de quoi je parle. Donc, ce qui veut dire que l'aspect concernant la motivation est très, très important. Par rapport à cette motivation, donc on se rend compte que plus que le commercial, plus le vendeur s'investit, il va falloir quand même essayer de voir comment le motiver davantage par rapport vraiment à son niveau d'investissement. Il doit être récompensé. Cette récompense va conduire peut-être à une satisfaction, à une motivation de pouvoir au moins poursuivre ses efforts. Cette partie concernant la motivation des représentants conduit peut-être à une analyse. Oui, cette analyse va tout simplement nous mener peut-être sur excusez-moi, Cette analyse peut-être va nous mener peut-être à 2 niveaux. C'est-à-dire aujourd'hui, la motivation peut venir peut-être, certes ça doit être une volonté de l'entreprise en général, mais particulièrement des managers. C'est ce qui doivent manager les équipes commerciales. C'est ce qui doivent manager les équipes commerciales. Par exemple, aujourd'hui, le directeur des ventes ou du genre peut essayer de voir aujourd'hui comment galvaniser ces troupes. Oui, pour pouvoir au moins les entraîner vers de meilleures performances. Le directeur des ventes aujourd'hui doit au moins démontrer que ces récompenses qui sont obtenues par les équipes commerciales justifient en fait des efforts qui ont été fournis. Oui, des efforts qui ont été fournis. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien aujourd'hui de récompenser une équipe commerciale qui n'a pas, je ne dirais pas, atteint ses objectifs, mais vraiment qui est en deçà vraiment de l'objectif initial qui leur a été assigné. Aujourd'hui, cette rémunération, cette motivation suit quand même une logique assez normale. C'est peut-être une rémunération, parfois une promotion, parfois c'est une progression personnelle, professionnelle, parfois c'est le sens
du devoir accompli. Parfois, c'est le sens du devoir accompli au niveau de l'équipe, de se dire qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment quand même du devoir accompli vis-à-vis de mon équipe. Et il y a peut-être d'autres aspects qu'il va falloir intégrer. Si vous faites partie des meilleurs commerciaux, cela veut dire que cela inspire le respect vis-à-vis de tes collaborateurs. Il y a aussi la reconnaissance, l'aspect de la reconnaissance, très important. Okay? Ce qui veut dire tout simplement aujourd'hui, ces récompenses, certes, peuvent être financières, mais aussi morales. Hein? Morale, financière, voire même professionnelle par rapport à des progressions, à des promotions ou autres. C'est bon? Ok, je pense qu'il y a beaucoup de commentaires. Peut-être on va revenir tout à l'heure sur les commentaires. Ina Sane, Khadinyan Djan, Liman Ndiaye, ok, Oulimata. Oui, Oulimata. Merci, Oulimata, c'est effectivement une collègue. Effectivement, donc nous allons continuer très rapidement, toujours dans cette approche concernant la motivation. Toujours en parlant de la motivation, on s'était rendu compte qu'à l'époque, il y avait un système qui avait été mis en place, c'est-à-dire le système des quotas. Je pense que tout ce qui est par exemple les directeurs de vente ou autres, par exemple les responsables commerciaux savent de quoi je parle. Il y a ce qu'on appelle le système des quotas. C'est quoi le système des quotas? C'est tout simplement une approche que l'entreprise impose aux vendeurs. Une approche que l'entreprise impose aux vendeurs, c'est-à-dire tout simplement on leur fixe des objectifs de vente au cours de l'année. Des objectifs de vente au cours de l'année. Donc si le vendeur arrive à faire mieux, souvent il reçoit ce qu'on appelle des commissions ou bien des primes par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Maintenant, comment aujourd'hui sont fixés ces quotas? Donc on va essayer d'expliquer la méthode des quotas pour dire que ce n'est pas une méthode qui justifierait uniquement l'aspect concernant la motivation des représentants. Dans la méthode des quotas, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle excusez-moi, c'est bon, ok. Je disais tantôt, dans la méthode des quotas, c'est une approche qui est certes imposée par l'entreprise à ses vendeurs, mais ces quotas sont fixés souvent en début d'année. Mais comment cela se fait que l'entreprise arrive à fixer des quotas en début d'année? L'entreprise arrive à fixer ces quotas en début d'année, soit peut-être en se référant sur les prévisions de vente, par rapport à une planification. Cette prévision de vente va entraîner ce qu'on appelle une planification sur la production, une planification sur tout ce qui est par exemple le personnel qu'il va falloir plus ou moins mettre à la disposition quand même de ces tâches et éventuellement les finances qu'il va falloir mobiliser pour pouvoir aboutir à cet aspect. Aujourd'hui, toujours dans cette méthode de quotas, les secteurs doivent au moins chaque secteur a ce qu'on appelle un quota. Oui, chaque secteur a un quota. Maintenant, il appartient par exemple aux représentants, aux responsables commerciaux de répartir ces quotas par vendeur. Donc tout à l'heure, on va voir aujourd'hui comment se fait l'aspect concernant la répartition des quotas au sein d'une équipe commerciale. Quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir répartir ces quotas. Aujourd'hui, par rapport à ces quotas, je pense qu'il y a à peu près 3 méthodes qui étaient connues jusque-là. Il y a ce qu'on appelle la méthode des quotas élevés. La méthode des quotas élevés, cela stipule quoi? Quand on parle de méthode des quotas élevés, c'est en fait un niveau qui est théoriquement accessible. Oui, un niveau qui est théoriquement accessible, ce qui veut dire tout simplement les commerciaux peuvent plus ou moins atteindre ces objectifs. Ok. La méthode des quotas. Donc tout à l'heure, nous allons revenir. Merci Elhaj Ibrahimania. Merci. Merci. Ok. Donc je reviens sur la méthode des quotas. Tout à l'heure, on a évoqué la première méthode, la méthode des quotas élevés. Cette méthode des quotas élevés stipule quoi? Aujourd'hui, on va fixer peut-être un quota qui est théoriquement accessible, mais qui serait supérieur, je dis bien, qui serait supérieur aux réalisations des commerciaux. Oui, c'est un objectif qui est certes atteignable,
mais qui dépassent souvent les réalisations des commerciaux. On va revenir tout à l'heure sur, avec des exemples précis par rapport aux méthodes qu'on utilise souvent dans cette approche de quotas. Au-delà de ces méthodes de quotas élevés, il y a ce qu'on appelle les quotas réduits. Les quotas réduits, ce qui veut dire que c'est des quotas qui sont réalisables par la majorité de l'équipe commerciale. Oui, des quotas qui sont réalisables, facilement réalisables. Facilement réalisables, on appelle méthode des quotas réduits. Ce qui permet en fait, aux commerciaux de pouvoir atteindre très facilement leurs objectifs. Oui, cela, en fait, si ces commerciaux arrivent à atteindre facilement leurs objectifs, l'aspect concernant cette méthode vise à donner plus de confiance, à ces commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à vous fixer, à vous donner un objectif, on dit ok, aujourd'hui vous devez parvenir par exemple à des ventes en volume peut-être à 5000 ventes par exemple en volume. 5000 ventes, ok. Si c'est une méthode par quota réduit, facilement, si le secteur d'activité, si c'est un secteur d'activité où le commercial peut facilement atteindre cet objectif, il peut atteindre cet objectif et cela va plus ou moins lui permettre d'avoir une meilleure confiance en lui-même. Une meilleure confiance en lui-même par rapport à la méthode des quotas élevés où c'est un objectif qui est assez, qui est réalisable, mais qui est souvent supérieur aux réalisations de l'équipe commerciale. La troisième méthode qui est souvent utilisée toujours dans cette approche de quotas, c'est la méthode des quotas variables. La méthode des quotas variables. Donc je pense que les éminents professeurs ici, les éminents professeurs qui nous suivent, en fait, savent de quoi je parle. Il y a la méthode des quotas variables. Quand on parle de méthode des quotas variables, c'est qu'en fait, peut-être il y a une différence sur chaque quota affecté à un commercial. Oui. Pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, le responsable va essayer d'évaluer un peu les ventes qui ont été réalisées par chaque commercial. Okay? On essaie de faire des prévisions par rapport aux ventes qui ont été réalisées par le commercial. On fait ce qu'on appelle, c'est une estimation potentielle par rapport au secteur d'activité, par rapport à sa clientèle, et par rapport peut-être même à son niveau d'aspiration. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, ces trois méthodes de quotas ont des limites. Oui, ont des limites pour l'entreprise. Quelles seraient ces limites par rapport à l'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, si nous procédons par la méthode des quotas, il y a ce qu'on appelle des risques. Le premier risque, c'est peut-être une sous-estimation ou éventuellement une surestimation. Sous-estimation du potentiel des ventes. Les objectifs sont facilement atteignables. Oui. Et les primes qui seront versées seront injustifiées. Et si on est dans le cadre, par exemple, d'une surestimation du potentiel de vente, l'autre souci, c'est qu'en fait, les commerciaux auront vraiment du mal à atteindre l'objectif qui leur a été assigné. Et cela aura pour conséquence, par exemple, de les décourager facilement. Oui, c'est des gens, en fait, facilement, ils peuvent être découragés parce qu'ils se disent que je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Oui, mon objectif de vente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à cette méthode des quotas, il y a eu même trop de controverses autour de cette méthode de quotas parce qu'en fait, par la suite, les éminents professeurs se sont dit, mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit se focaliser sur l'aspect concernant la vente uniquement ou est-ce qu'on doit se focaliser sur l'aspect client, sur l'orientation client. L'orientation client, c'est ce que le doyen Moussa Wakan expliquait la fois dernière sur son live. Donc l'orientation client, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on fixe, quand l'entreprise décide d'adopter la méthode de quota, les commerciaux sont orientés objectif, résultat et vente. Mais au-delà de cela, l'aspect qui importe le plus, c'est l'orientation client. L'orientation client pour au moins viser une satisfaction de cette clientèle sur le long terme. Parce que la vente, elle est à court terme. On vend, ok, c'est à court terme. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le long terme. Et là, on doit être focus sur l'orientation client. Aujourd'hui, je vais prendre par exemple l'exemple de Siebel System qui a été racheté par l'entreprise Oracle. Comment ils faisaient? Auparavant, ok, ils avaient une approche. Mais cette approche ne reposait pas
sur la méthode des quotas. Cette approche ne reposait pas sur la méthode des quotas. Ils avaient une base de données. Une base de données et chaque commercial, à la fin de la journée, venait renseigner cette base de données. Chaque commercial venait progressivement renseigner cette base de données. Maintenant, cette base de données va plus ou moins évaluer les performances des commerciaux. Et en cas vraiment de satisfaction ou bien en cas d'atteinte d'objectif, cette prime que le commercial aura à recevoir sera tout simplement calculée en fonction du score. C'est une méthode de scoring. C'est une méthode de scoring parce qu'à l'époque, l'entreprise s'était rendue compte que plus de 50% de son chiffre d'affaires provenait des renouvellements de contrats. 50% de son chiffre d'affaires provenait des renouvellements de contrats. Ce qui veut dire l'entreprise privilégiait l'approche orientation client. L'approche orientation client. Parce que s'il n'y avait pas aujourd'hui cette satisfaction de la clientèle, peut-être ces gens n'auraient jamais renouvelé en fait leur contrat. Donc pour rappel, Siebel, je pense à l'époque, ils étaient les géants de tout ce qui était par exemple outils de CRM à l'époque. Oui, ils étaient les géants de tout ce qui est par exemple outils de CRM. Et peut-être l'autre aspect, le dernier aspect, c'est peut-être en fait l'évaluation des représentants. Aujourd'hui, ok, certes on a beau recruter, on a beau former, superviser, motiver, mais l'autre aspect c'est peut-être l'évaluation. Les commerciaux doivent être évalués. Oui, les commerciaux doivent être évalués parce que tout simplement, il y a un système de contrôle qui doit être mis en place. Ce système de contrôle va nous permettre au moins d'avoir une information, d'avoir des informations régulières par rapport à leurs activités. Et aujourd'hui, ces informations ont ce qu'on appelle des sources forcément. Aujourd'hui, ces sources, peut-être, cela peut venir peut-être des rapports d'activité qui sont produits par les vendeurs. Parce que les vendeurs, initialement, ils vont peut-être présenter ce qu'on appelle un plan d'activité futur, qui représente ce qu'on appelle, qui représente un plan de travail. Ce plan de travail va plus ou moins indiquer peut-être les visites à faire, ok, tout ce qui est par exemple des déplacements, ainsi de suite. Donc ce sera un plan détaillé de l'activité du commercial au moins sur une période qui est bien définie. Cela lui permettra en fait de préparer quand même son programme de travail. Cela lui permettra de préparer son programme de travail et de le mettre en œuvre. Oui, et de le mettre en œuvre. Ce plan d'action annuel aujourd'hui va lui permettre aujourd'hui de voir aujourd'hui en fait quel est le plan d'action qu'il mettra en place par rapport au nouveau client. Oui, par rapport au nouveau client, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux clients actuels et autres. Donc ce sont des documents souvent qui sont étudiés, ok, et qui servent de référence pour les objectifs de vente. Pour les objectifs de vente. Ok, merci. Je vais vous revenir tout à l'heure avec toutes les questions. Donc on suit le prêt ici à notre niveau. Donc on va revenir sur les commentaires parce que là il est à peu près, si je ne me trompe, ok, 19h, 20h moins 10 minutes. Ok, toujours par rapport à cette évaluation aujourd'hui, l'avantage de l'évaluation permet aujourd'hui à l'entreprise d'élaborer ce qu'on appelle des normes spécifiques. Des normes spécifiques pour pouvoir au moins juger les résultats. Pour pouvoir juger les résultats, mais aussi regrouper des informations et impressions relatives aux représentants. Ouais. Parce que tout simplement, ce qu'il faudrait aussi retenir par rapport à cette évaluation, cela veut tout simplement dire parce que nous cherchons à améliorer les ventes des commerciaux. Mais l'autre aspect, moi en fait, que je privilégie souvent par rapport à l'évaluation des commerciaux, c'est la contribution aux bénéfices. La contribution aux bénéfices, c'est très important. La contribution aux bénéfices, c'est aujourd'hui pouvoir au moins examiner les ventes qui sont effectuées par le représentant et tout ce qui est charge. Oui, tout ce qui est charge qui ont été plus ou moins engagées. C'est autant d'éléments. Aujourd'hui, pour pouvoir au moins définir ces critères peuvent être déclinés en indicateurs. Oui, on peut théoriquement définir, dire aujourd'hui nous devions peut-être évaluer sur tel critère, mais nous devions les décliner sous forme d'indicateurs de performance. Des indicateurs de performance qui permettront aux managers de pouvoir au moins apprécier l'activité de l'équipe commerciale. Donc par rapport à cette évaluation, c'était ce qu'on avait à dire. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la force de vente. Ce n'est pas même, c'est loin d'être exhaustif. Ça, il faudrait le rappeler.
Donc peut-être on va devoir prendre très rapidement certaines réactions. Ok. Ok, les réactions. Merci Khadi. Merci Khadi. Ok, Elhadji Ibrahima Niang, merci à vous, hein, éminent professeur, hein, pour l'intérêt que vous accordez aux différents lives. Ok, donc tout en espérant vous retrouver très prochainement sur des sujets parlant du marketing et autres. Ok, merci bien le doyen Moustapha Kane. Hassan Faye, merci encore le doyen. Dibor Faye, ok, Elhadji Ibrahima, ok. Ok, il y a Khadi qui dit surtout la reconnaissance, c'est hyper important pour l'équipe, ça motive. Même un merci peut motiver. Effectivement, Khadi, hein, donc je pense qu'elle sait de quoi je parle. Khadi, quand même, elle est dans une multinationale de la place, ok, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le cadre de ses activités commerciales, au même titre qu'Albert Legrasse et autres, donc c'est des gens qui sont aguerris en la matière. Ok, merci à tous. Donc, on a essayé de voir un peu les différentes réactions. Merci à la Ibrahima. Khoudia Ndiaye. Ok, quelques conseils aux personnes excellentes d'imposer sa candidature. Oui, juste une question sur le recrutement. Connaissant nos réalités de parrainage, quel conseil donner à cette personne excellente pour imposer sa candidature? Bon, certes, on a nos réalités, hein, qui nous sont propres, on est en Afrique, mais parfois, en fait, il faut toujours avoir quand même cette orientation objective. Certes, parfois, je peux avoir peut-être un cousin ou bien un frère ou bien un étudiant qui m'est très proche, mais si je ne vois pas aujourd'hui la pertinence ou bien si je n'arrive pas à déceler en lui vraiment ses compétences de l'intégrer dans mon équipe, rien ne me coûte aujourd'hui de lui demander vraiment de trouver une expérience ailleurs ou bien à défaut de l'intégrer dans l'équipe en essayant quand même de le coacher, de l'encadrer pour espérer qu'il puisse devenir un excellent vendeur un jour. Maintenant, il va falloir se perfectionner par rapport à ces différentes techniques de vente. Si vous connaissez par exemple toutes les qualités qui sont requises par rapport à l'activité d'un bon vendeur ou bien d'un commercial aguerri, il va falloir quand même essayer de voir comment développer ces acquis en vous. Oui, une fois que c'est fait, peut-être vous aurez les chances de pouvoir prétendre à être vraiment un excellent. Merci Serigne Moussa. Serigne Moussa. L'efficacité marginale des commerciaux doit être analysée après le recrutement. Effectivement, c'est ça. Dans la partie évaluation, merci Khalifa Djabi, Mansour Kilandoy, oui, Mme Kewenyan. Donc les réactions qu'on avait tout à l'heure. Ok. Il y a peut-être une question de Ina Sané qui avait demandé à savoir aujourd'hui dans le cadre... oui, excusez-moi. Ok. Oui, donc je prenais tout à l'heure, c'est la réaction de Ina Sané Touré, qui demandait aujourd'hui, par rapport à cette pandémie de la Covid-19, okay, quelle serait l'approche à privilégier dans l'optique de la force de vente. Ok, par rapport à cette situation assez particulière, aujourd'hui, on a pas mal d'aspects, particulièrement tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir entretenir, de pouvoir garder cette relation, à savoir par exemple des présentations à distance, peut-être si le temps le permet bien, peut-être à notre interlocuteur, il pourra nous caler au moins un rendez-vous pour pouvoir lui faire une présentation des produits ou services que nous avons. Parce que depuis le début de cette pandémie, nous avons noté qu'aujourd'hui, il y a pas mal de webinaires qui ont été organisés en lieu et place des séminaires. Donc tout à l'heure, j'avais même suivi la réaction du doyen Moustapha Kane qui disait tout simplement, certes, ok, c'est pas mal, mais il ne faudrait pas encourager ces webinaires au détriment de ces séminaires parce que, ok, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de secteurs en fait qui gravitent autour de ces séminaires. Donc aujourd'hui, on pourrait éventuellement utiliser tout ce qui est technologie de l'information et de la communication par rapport à cette situation assez particulière. Donc s'il y a d'autres réactions, donc c'est le moment de nous les faire parvenir. Merci Amadou Niang. C'est parfait, Amadou, on t'attend pour, je pense que ce sera pour 21h. Oui, Inch'Allah. Donc à 21h, on sera scotché. Donc il va aborder la différence entre l'approche transactionnelle et l'approche relationnelle dans la négociation commerciale. Donc c'est la suite, hein, c'est la suite
de notre présentation. Donc peut-être à 21h, on sera connecté pour suivre un peu la présentation de notre frère Amadou Niang. En tout cas, merci à tous hein, d'avoir répondu présent. Certes, le temps quand même n'a pas été assez pour pouvoir développer tout ce qu'on voulait dire de la force de vente, mais nous allons revenir progressivement sur tout ce qui est concept autour de la force de vente, qui est un sujet relativement vaste aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à aborder, beaucoup de choses à dire. On n'arrive même pas à tout dire, hein, donc on essaie juste d'aborder quelques points, essayer de donner des explications assez précises. Donc ultérieurement, nous allons revenir peut-être avec d'autres concepts, avec d'autres points sur lesquels nous allons essayer de nous appesantir, essayer de développer au mieux, en attendant vraiment d'avoir vos réactions en inbox et en commentaire. Merci à tous et très bon week-end à vous.